Salut à toutes et à tous, nous sommes en février 2018 et vous écoutez l'épisode 15 de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié à l'univers de la planète des singes, au punk rock et à la culture bis. Et si vous êtes des habitués du podcast, vous vous doutez bien qu'aujourd'hui c'est de culture bis qu'il va être question puisque l'on va parler du Festival international du film fantastique de Gérard Armé, donc l'édition 2018 qui s'est achevée il y a une dizaine de jours. Alors le programme de cet épisode il va quand même être bien fat, hein. J'ai vu en tout 22 films au cours de cette 25e édition du Festival de Gérard Armé. Alors vous connaissez la ligne éditoriale du podcast, hein. Ce que j'aime pas en règle générale, ben j'en parle pas. Donc les films que j'ai moins aimés j'en parlerai moins, histoire de garder un peu de souffle et d'énergie pour les films que j'ai préférés. On va quand même essayer de rester dans l'idée de ce que, voilà, du ressenti que peut avoir un festivalier en sortant de chaque séance. Donc je vais vous présenter les films dans l'ordre où je les ai vus. Et voilà, j'ai pas forcément fait beaucoup de préparation, en fait, la préparation était quasi nulle, histoire de pas vous assommer avec plein de références de filmographie ou de je ne sais quoi encore. Donc voilà, je placerai 2-3 petits trucs de temps en temps, mais pas plus quoi. L'idée c'est de vraiment se focaliser sur le ressenti que j'ai pu avoir à chaud en sortant de chaque film, en reprenant les notes de ce que j'ai écrit après chaque séance. Voilà, allez. Ça, c'était pour l'édito, appelons ça édito / sommaire de l'épisode, et on va attaquer tout de suite. Ah oui, une dernière précision, il y a des travaux en ce moment dans ma rue, là, ça n'arrête pas. Bon là, cette fois-ci, j'ai pas voulu enregistrer dans les bois, alors je n'habite pas en zone de conflit, hein. Si vous entendez des bruits derrière, c'est juste le marteau-piqueur. Voilà, désolé, j'essaie d'enregistrer à des moments où les ouvriers travaillent pas, mais j'ai l'impression qu'ils travaillent tout le temps. Comme il se doit, cette 25e édition a débuté le dernier mercredi du mois de janvier, donc le mercredi 31 janvier 2018 à 19h à l'Espace Lac. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le festival de Gérard Armé, bah oui, comme son nom l'indique, l'Espace Lac, ça se trouve au bord du lac. C'est voilà, si vous connaissez pas, c'est l'espèce de palais des congrès de Gérard Armé. C'est une grande salle qui contient 750 places assises, je crois. Voilà, c'est juste si jamais vous connaissez pas que vous puissiez un peu imaginer à quoi ressemble le lieu. Donc voilà, hein, qui dit film d'ouverture dit cérémonie d'ouverture avec plein de discours de plein d'élus, etc. Qui disent tous plus ou moins la même chose. Et présentation du jury qui cette année était présidée par Mathieu Kassovitz. Mais bon, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Quel était ce film d'ouverture? Donc film en compétition, Marrowbone, Le secret des Marrowbone en français. Un film donc qui était réalisé par Sergio Sanchez. Alors c'est son premier film, c'est sa première réalisation. Mais en fait, il était déjà connu comme scénariste parce qu'il avait notamment scénarisé L'Orphelinat, le film réalisé par Juan Antonio Bayona, qui avait eu le Grand Prix du Festival de Gérard Armé en 2008. We have come very far, enduring many hardships. But at last, we found the place where we can be safe. Alors, Marrowbone. Bah, moi j'ai pas trop mal aimé en fait, hein. C'est un film assez formel, assez classique, pas forcément révolutionnaire, mais assez sobre hein, dans l'ensemble, même si de temps en temps il y a quelques jumpscares que j'ai trouvé pas forcément indispensables. Mais le plus simple c'est de vous dire de quoi il s'agit. Alors au début on sait pas trop en fait, est-ce que c'est un film de maison hantée? Est-ce que c'est un film sur la folie collective? Toujours est-il que c'est l'histoire d'une famille, une famille qui vient de Grande-Bretagne, qui a traversé l'Atlantique pour s'installer dans une maison, visiblement un héritage. Alors le truc très classique hein, dans le cinéma d'horreur, voilà, une grande maison un peu délabrée, complètement isolée, mais une belle maison quand même, hein. Et donc voilà, on comprend que cette famille, donc composée d'une mère et de 4 enfants, 3 garçons et une fille. Alors l'aîné a la petite vingtaine, il n'a pas encore 21 ans, il n'est pas encore majeur, ça va avoir son importance dans l'histoire. Et voilà, il a
un autre frère qu'il suit de quelques années, qui est interprété par Charlie Heaton, que l'on connaît parce que c'est lui qui joue le grand frère de Will dans Stranger Things. Hein. Will, c'est le petit garçon qui se retrouve dans l'Upside Down. Je suis en train de m'égarer là. Oui, donc il y a 3 fils. Voilà, le plus jeune, il doit avoir 5-6 ans. Et entre, il y a ils ont une sœur qui doit avoir, je sais pas, les 14 piges, quoi, un truc comme ça. Et tout ça se passe en l'an de grâce 1969. Donc, on comprend que la famille a quitté le Royaume-Uni pour fuir le père qui, visiblement, est loin d'être un enfant de cœur. On comprend que le père, c'est un tueur, quoi, a priori. Et le problème, c'est que, voilà, même si ils partent plein d'espoir en disant on commence une nouvelle vie, le problème, c'est que l'état de santé de la mère est plutôt inquiétant. Bon, bah, spoiler alerte, elle va mourir hein, très rapidement dans le film. Et l'autre problème, c'est qu'ils ont, ils craignent le retour du père. Hein, voilà. On comprend que le père, c'est une espèce de croque-mitaine qui, a priori, va tout faire pour les retrouver et visiblement pas pour les prendre dans leurs bras, pour leur faire un gros câlin parce qu'ils lui ont manqué. Donc voilà, toute la famille fait plutôt profil bas parce qu'ils ont la trouille que le père les retrouve. Et ils vont faire d'autant plus profil bas que donc la mère va mourir. Mais avant de mourir, elle va expliquer au fils aîné qu'il faut absolument que jusqu'à sa majorité, qu'il cache le fait qu'elle soit morte. En gros, qu'il l'enterre dans le jardin et voilà quoi. Parce que en fait, elle, ce qu'elle veut éviter absolument, c'est que tous les enfants soient tous placés dans des familles d'accueil ou dans des institutions et que la famille soit dispersée. Elle, ce qu'elle veut, c'est que les enfants restent soudés, unis, tous ensemble. Donc ça va être l'espèce de serments qui vont se faire, quoi qu'il arrive, il faut que personne n'apprenne la vérité. Donc ils n'ont pas de contact avec l'extérieur, à l'exception d'une jeune femme, interprétée par Anya Taylor-Joy, que les festivaliers de Gérard Armé commencent à bien connaître, mais je vais peut-être y revenir juste après avoir terminé d'expliquer un peu l'histoire. Donc voilà, en fait, il n'y a que le grand frère qui sera en ville pour faire les courses et pour aller un peu compter fleurette à cette jeune fille. These Marrowbone kids, how well do you know them? It's just that they worry me. Always hiding away from the community. They're not hiding. They live too far away. Get close together, come on. What are we going to do? Donc voilà, c'est un peu le nœud du problème, essayer de conserver les apparences pour faire croire qu'ils sont une famille normale alors que pas du tout. Sauf que le problème, c'est que dans la maison, il y a plein de bruits bizarres et voilà, la maison serait-elle hantée ? Voilà, c'est pas évident pour moi de parler plus du film sans trop en révéler. Il y en a qui ont trouvé que le scénario était plutôt facile à deviner. Il y a quand même quelques petites révélations, je trouve, qui sont... Moi, j'étais surpris par certains trucs. Voilà, donc, bon, je peux comprendre que le thème du film va pas forcément parler à tout le monde. Et voilà, je comprends aisément qu'on puisse trouver que le film est prévisible ou n'allant pas assez loin. Mais je mentirais si je disais que je n'ai pas été touché quand même d'une certaine manière. Voilà, cette histoire de loyauté familiale, moi je l'ai bien aimé. No one ever will separate us. Les thématiques du film, elles sont vraiment hyper classiques, hein. Un peu comme la mise en scène, hein. Tout est assez classique, assez formel. Voilà, c'est un film sur la culpabilité, sur le deuil, sur l'acceptation de la disparition de ceux que l'on aime, et puis aussi un peu sur la folie. Donc rien de nouveau sous le soleil. Mais pour démarrer tranquillement le festival, moi j'ai trouvé que c'était une mise en jambe pas trop mal, même si pas sûr que je me rappelle encore de ce film d'ici 4 ou 5 ans pour être tout à fait sincère. Mais si vous avez bien aimé l'orphelinat, il y a de fortes chances pour que vous aimez bien Marrowbone. Alors, je vous avais promis un petit point Anya Taylor-Joy, un truc qui m'a fait marrer, donc, on l'avait vu il y a 2 ans au Festival de Gérard Armé, où elle jouait le rôle de Thomasine, le premier rôle dans The Witch, un film que je recommande, hein. Et l'année dernière, on l'avait vu dans Split, donc qui est un film qui se passe dans, petit spoiler, dans l'univers d'Incassable, donc un film de Shyamalan. Et en fait, ça m'a fait un peu marrer, parce que Witch, c'est l'histoire d'une famille qui pète les plombs, qui pète les plombs à cause de leurs préceptes religieux et de la prétendue présence d'une sorcière dans les bois qui entourent leur maison isolée.
Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même une thématique un peu commune avec Marrowbone. Puis dans Marrowbone, il y a aussi le côté voilà, que une partie des membres de la famille ne sort quasiment jamais de la maison. Il y a un côté huis clos qu'on retrouvait également dans Split, vu que dans Split, le personnage d'Anya Taylor-Joy se fait kidnapper et séquestrer. Voilà, ça m'a fait un peu marrer. En plus, là, j'ai quand même regardé un peu sa filmo et alors j'ai vu en fait, donc elle va jouer dans Glass, donc qui va être le 3e film, donc la suite à la fois de Split et d'Incassable. Et elle va aussi jouer dans The New Mutants, un film Marvel dont la sortie est prévue pour la fin de ce mois, donc février 2018. Hein, je précise si jamais vous écoutez cet épisode bien plus tard. Et voilà, ça m'a fait marrer en fait de me dire finalement. Sa filmo pour le moment elle se résume un peu à des films de huis clos, de folie collective ou d'histoires avec des mutants quoi. Ah ouais, j'ai vu aussi, elle a joué dans un film qui s'appelle Morgane, donc Morgane c'est le nom d'une fée, bon fée, sorcière, on est quand même un peu dans la même idée, et la tagline, donc c'est l'histoire d'un humanoïde artificiel, et la tagline du film c'est Don't let it out, donc ne la laissez pas sortir, ne laissez pas s'échapper, voilà, j'espère qu'elle va pas rester prisonnière sans cesse du même rôle. Chaque année, au Festival de Gérardmer est proposée une rétrospective, et cette année, eh bien, elle était consacrée à Alex de la Iglesia, réalisateur espagnol. C'est pour cette raison que le jeudi 1er février à 9h du matin, nous nous sommes rendus à la MCL, qui est la plus petite des salles où sont projetés les films à Gérardmer, mais qui est certainement la plus confortable. C'est celle qui ressemble le plus à une salle de cinéma, pour être tout à fait sincère. Et donc nous sommes allés voir Action Mutante, donc Action Mutante en français, qui est, si je ne dis pas de bêtises, le premier long métrage de Alex de la Iglesia. Medios policiales atribuyen la autoría de los hechos a la banda terrorista Acción Mutante. Donc qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un film de SF, quelque part entre la dystopie à la Brésil et le space opéra à la Objectif Nul. Donc vous l'aurez compris, il y a quand même si vous l'avez jamais vu, il y a un côté un peu parodique. Donc l'histoire en fait, ça se passe dans un univers un peu dystopique qui rappelle, comme j'ai dit, Brésil 84. C'est-à-dire que c'est assez dégueulasse dehors quand même, mais il y a une espèce de dictature du bon, de la bien-portance, des gens en bonne santé, dictature que décide de mettre à mal un groupe de terroristes qui a pris pour nom Action Mutante, et donc qui est composé de gens handicapés, et donc plutôt laids. C'est une galerie de personnages qui est une espèce de crossover entre Freaks et les pieds nickelés. Dans le lot, il y a des frères siamois, il y a un géant simple d'esprit, il y a un handicapé moteur qui est sur des suspenseurs anti-gravité qui rappellent ceux du baron Harkonnen, ça parlera aux fans de Dune. Dans tous, il y a un côté très bis, très bis européen, on pense pas mal au bis italien. Mais malgré tout, même si on sent qu'il n'y a pas de budget, malgré tout, il y a une espèce d'univers loufoque, mais cohérent. C'est vrai que ça commence... La première moitié du film, on va dire, c'est une espèce de dystopie. Donc nos personnages, nos terroristes, en fait, ils essaient de faire des enlèvements, mais d'enlever des gens riches et célèbres. Ça se passe pas forcément toujours bien. Et ça se termine en espèce de space opéra. Voilà, il y a plein de choses à dire, on pense, comme j'ai dit, on pense à Brésil, on peut penser à Mad Max et à tout le post-apo sauce italienne. Il y a même quelque part, donc le film date de 92 ou 93, je sais plus, début des années 90. Donc il y a aussi ce côté un peu années 90 quoi. Il y a donc les gens qui sont, on va dire, dans la société, il y a ceux qui sont dedans quoi. Il y a ceux pour qui ça se passe bien, et il y a ceux pour qui ça se passe moins bien. Et donc ceux pour qui ça se passe bien, ils ont des espèces de costumes qui rappellent un peu les trucs que peut faire Découflé, qui annoncent aussi un peu des iguales quelque part. On retrouve un esprit métal hurlant, un esprit burlesque assumé, donc un côté très européen, mais super fun. Voilà, ça reste une très grosse déconnade, mais c'est un excellent film à mater entre potes avec des pizzas et des canettes, quoi. We came to this
place and shut ourselves away. So nobody would know what we are. Every sound the house makes, I hear them. They won't wait much longer. À 11h, nous sommes ensuite allés voir un deuxième film en compétition, à savoir The Lodgers. Donc après Marrowbone, qui était un film espagnol, mais tourné en langue anglaise, on allait passer à complètement autre chose avec ce film irlandais. Donc rien à voir avec Marrowbone, puisque cette fois-ci, il s'agit d'une histoire de famille un peu étrange dans une grande maison isolée, délabrée, une sorte de manoir. Donc vraiment rien à voir avec Marrowbone. Bon, cette fois-ci, il est question d'inceste. En même temps, il en est également un peu question dans Marrowbone, d'une certaine manière. Donc là, en fait, il s'agit d'un frère et d'une sœur donc qui vivent dans cette espèce de grand manoir qui, a priori, est hanté. Bon, voilà, et tout ça, ça se passe donc en Irlande dans les années 20, donc avec en sous-texte l'indépendance, la guerre d'indépendance irlandaise, et donc seule la sœur sort du manoir pour de temps en temps aller se rendre en ville et pour conter fleurette à un jeune homme, donc vraiment rien à voir avec Marrowbone. Non, je me marre un peu. Cela dit, les deux films sont quand même assez différents, mais on reste quand même dans du cinéma assez sobre, même si là aussi, je crois qu'il y a quelques jumpscares qui servent à rien. Bon, voilà, rien de nouveau sous le soleil. Bah, d'ailleurs, du soleil, il n'y en a pas beaucoup. C'est plutôt humide comme film. Ça tourne pas mal autour de l'eau. D'ailleurs, je trouve qu'un placement de produit pour un capteur d'humidité Rubson aurait été plutôt bienvenu. Bon, c'est très beau. C'est bien interprété. Alors, ça a été réalisé par Brian O'Malley, un nom bien irlandais. Je crois que c'est son premier long métrage. Et donc la sœur est interprétée par Charlotte Vega, donc son nom n'y trompe pas, elle est espagnole, malgré sa peau blanche et sa chevelure rousse. Son frère est interprété par Bill Miner, qui, alors lui, il jouait le rôle d'Eric Jeune dans X-Men First Class. Je sais pas si ça vous parlera. Bon, voilà, c'est un film d'ambiance principalement. Mais passé un moment, voilà, malgré la très belle composition des images, au bout d'un moment, l'accumulation de clichés finit. En fait, on finit par ne plus rien en avoir à carrer des personnages, très honnêtement. Enfin, en tout cas, moi, je me suis gentiment fait chier. Donc voilà, tout ça dans une ambiance un peu gothique qui m'a un peu rappelé Sambre. Je sais pas si vous connaissez cette BD. Voilà, la sœur, c'est une jolie rousse à la beauté diaphane, tandis que le frère, il a un côté un peu... il est longiligne, un peu décharné, il a l'air même un peu malade, ce jeune homme. Voilà, bon, peut-être que je l'ai pas vu dans les meilleures conditions, j'étais peut-être pas dans le bon mood pour ça, je suis peut-être passé à côté de certaines choses. Je pense aussi que le film est desservi par le fait que, voilà, ça quand même... Par bien des aspects, même s'il est très différent de Marrowbone, par bien des aspects, moi ça m'y a fait penser. Donc bon, voilà, j'ai l'impression de revoir un peu deux fois le même film, ça m'a un peu saoulé. Et ouais, un autre truc qui dessert beaucoup le film, c'est que les CGI sont vraiment pas réussis. Et contrairement à tout le reste du film qui est très beau, tout ce qui est CGI c'est assez moche. Et ça, bon, c'est certainement une histoire de budget, mais il aurait mieux valu s'abstenir, je pense. Voilà, donc si vous êtes client de films un peu romantiques, gothiques, où on se fait un peu chier, voilà, donc si vous aimez bien Mylène Farmer, allez-y, sinon, passez votre chemin. Vier slachtoffers. Waar is zijn arm? Misschien op dezelfde plek als het hoofd van zijn vrouw? Donc après The Lodgers, nous nous sommes rendus à 15h au Casino pour aller voir un film hors compétition, un film qui date déjà d'octobre 2016, donc qui est pas tout récent, un film néerlandais qui s'appelle Prey, en version originale Proy, ou quelque chose comme ça, quoi. Bon, on va aller assez vite. Donc c'est un film de Dick Maas que l'on connaît surtout pour avoir réalisé Amsterdam Ned, si on le prononce à la française. Bon, c'est une histoire de lion tueur qui se retrouve aux Pays-Bas. Donc je vais faire très vite. Voilà, il y a des côtés marrants, il y a
y a des dialogues qui sont assez marrants. Il y a notamment un chasseur de lions qui est en fauteuil roulant. Ça, c'est une idée qui est assez drôle. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt moche. On dirait un direct to vidéo. Le lion, il est en CGI. Il est dégueulasse. On n'y croit pas une seule seconde. Et au bout d'un moment, on se fait un peu chier. Je crois que dans notre équipe, tout le monde a dormi. Bon, c'est peut-être dû aussi au fait qu'on avait fait un bon repas de midi avant. Mais voilà, Prey, je le déconseille. Bon, en plus, d'une certaine manière, le film passe complètement à côté de son sujet, parce que si on regarde bien, les lions, c'est des gros chats, hein. Y a pas une seule scène dans le Red District, pas une seule scène dans un coffee shop, alors que c'est bien connu, les chats, ils passent leur temps à fumer des gros pétards, parce que les chats, c'est des gros branleurs. C'était un communiqué du CCC, le Comité contre les chats. Donc après avoir fait la sieste pendant Prey, nous nous sommes rendus à 17h, toujours le jeudi 1er février, à l'espace Lac, pour aller voir un 3e film en compétition. Donc après avoir vu en compétition un film espagnol, puis un film irlandais, cette fois-ci, nous allions rentrer dans le vif du sujet avec un film américain. Un film qui s'appelle Tragedy Girls, réalisé par Tyler McIntyre. Alors je sais pas s'il est canadien, en tout cas il est né au Canada, peut-être qu'il est américain quand même. Et alors de quoi s'agit-il? Bah déjà, parlons-en tiens du réalisateur. Alors c'est son 2e long métrage. Son premier long métrage il s'appelle Patchwork. Alors je l'ai pas vu, mais le synopsis donne envie. En fait c'est l'histoire de plusieurs nanas qui se font assassiner pendant une soirée, et le tueur en fait en fait un espèce de monstre face à la sauce Frankenstein, quoi, une sorte de personne composite. Et apparemment elles vont devoir mettre de côté leur personnalité pour s'allier, même si elles sont dans le même corps, pour retrouver leur tueur et se venger. Voilà, c'est le genre de scénario bien débile qui, moi, m'attire bien. Et quelque part, on reste un peu dans une thématique relativement proche, avec Tragedy Girls, dans le sens où c'est encore un film qui tourne autour de jeunes femmes. Bon là en l'occurrence ce sont des lycéennes qui sont bien à fond dans les réseaux sociaux et qui ont monté un compte Twitter qui s'appelle Tragedy Girls. Et pourquoi elles ont fait ça? C'est parce que dans leur région sévit un tueur en série. Et bah finalement, quoi de mieux lorsque l'on veut faire le buzz au sujet de meurtres, quoi de mieux que de faire les meurtres soi-même en les faisant passer pour des meurtres perpétrés par un tueur en série. Alors le problème qu'elles ont au début, c'est que les meurtres qu'elles font, elles ressemblent trop à des accidents. Voilà, elles sont un peu embêtées. Elles tuent des gens et on croit que c'est des accidents. Donc elles essaient de mettre ça mieux en scène pour qu'on comprenne bien qu'il s'agisse d'un tueur en série. Et bien sûr qu'il s'agisse d'un tueur en série, mais pas de deux lycéennes qui cherchent à avoir le maximum de tweets et de retweets. We only got one retweet today from your mom. Sad. Alors, le réalisateur, quand on a vu les films en compétition, en règle générale, avant, on voit, généralement, il y a le réalisateur qui présente son film, et là, c'était le cas. Hein. Donc, il nous a expliqué qu'il a voulu faire un film qui rendait hommage aux films des années 80. C'est vrai que personne n'a envie de rendre hommage aux années 80 en ce moment, hein, c'est un truc complètement original. Donc, il voulait aussi rendre hommage au film de John Hughes, également faire une critique des réseaux sociaux. Ouais, bon, très honnêtement, moi, j'ai pas retrouvé un mood... J'ai pas retrouvé un mood Breakfast Club ou Ferris Bueller hein, là-dedans. Bon, voilà, à part que ça se passe dans un lycée, mais je pense que ça ne suffit pas. Bon, la critique des réseaux sociaux, je pense que voilà, déjà dans les films des années 80, il y avait des histoires d'ados cruels avec d'autres, donc les réseaux sociaux finalement ne changent rien à l'affaire, hein, des gens qui se comportent comme des prédateurs dès le lycée, qui sont prêts à tout pour être populaires, voilà, avec ou sans réseaux sociaux, ça existait déjà, donc je pense que ça change rien. Après, bon, voilà, hein, c'est un très bon film de festival, c'est un slasher marrant, mais très honnêtement, au bout d'une heure de métrage, on finit par trouver ça un petit peu long. Bon voilà, le réalisateur veut bien nous faire comprendre qu'il a tout bien vu, qu'il a toutes les bonnes références, voilà, il y a un clin d'œil à Cannibal Holocaust dans une des mises à mort, il y a un moment aussi, on entend Night of the Living Dead, dans les dialogues il cite Martyr, tiens, de Laugier, il y avait un film de Laugier au festival, et donc j'en parlerai plus tard. Et c'est également Dario Argento dans les dialogues. Voilà, bon,
à un moment, vu que forcément c'est un film qui se passe dans un lycée, il y a forcément le bal de promo, donc je me suis dit bon, on va avoir l'hommage à Carrie, mais ils sont pas allés jusque là, ce qui est peut-être pas une mauvaise idée. Comme malheureusement avec pas mal de films, au bout d'une heure on a le sentiment que le réalisateur il a plus rien à dire et qu'il tire un peu sur la corde. Voilà, il n'y a pas de quoi se relever la nuit, mais ça reste, je pense qu'en DVD c'est un film qui peut très bien passer.